That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va discuter avec Mathieu Larnaudy qui a accepté, et je l'en remercie vivement, cette interview qui va tourner autour d'un film, autour d'une actrice, d'un personnage aussi de fiction, d'un film qui s'appelle Frances et qui a été réalisé par Graham Clifford. Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas anglophone, mais en tout cas, ce film sort le 28 avril en DVD Blu-ray, c'est un combo, dans une série initiée par notre ami Jean-Baptiste Autoré, que je salue, car grâce à lui, Mathieu Larnaudy a pu accepter cet entretien et je l'en remercie. C'est une série qui s'appelle Make My Day et éditée chez Studio Canal, et il y a ce film qui sort donc le 28 avril, et Mathieu Larnaudy a participé au bonus de ce DVD, mais surtout, Mathieu a écrit un livre autour de cette actrice Frances Farmer qui s'appelait Notre désir et son remède, et qui, je crois, a été publié en 2015, si je ne me trompe pas. 2015, bonjour. Ouais, 2015. Bonjour. Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Ouais, écoutez, ça va, on tourne un peu en rond, mais à part ça, tout va bien. Bon, en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je vais commencer. Alors, je vais être extrêmement honnête avec vous. Comme je vous l'avais expliqué par mail, et je voudrais que les spectateurs le sachent aussi, parce que c'est important. Je voulais qu'on parle du film et non pas forcément de mise en scène, mais comme vous avez écrit autour de ce personnage qui est un personnage qui vous a beaucoup sensibilisé, c'est vraiment, on va faire des connexions avec le film, comment elle travaillait à Hollywood, etc. Et non pas par rapport au livre que vous avez écrit. Donc je préfère, et parce que il y a aussi, j'ai vu le film mais je n'ai pas lu le livre, donc je préfère être honnête avec vous. Je ne sais pas si ça vous dérange pas, mais voilà, je voulais vraiment qu'on parle vraiment du fait qu'il y ait le film qui est sorti. Donc c'était pour être transparent avec vous. Bon, alors la première question que je voulais vous poser, c'est par rapport au film et par rapport à la vie, le réel qu'elle a réellement, enfin par rapport à la vie qu'elle a réellement menée, est-ce qu'il y a des différences entre cette réalité et le film, alors que le film parle aussi de réalité et de fiction? Alors, oui, il y a des différences à l'évidence. Je vais vous dire que moi aussi, dans mon livre, il y avait certainement des différences, parce qu'à partir du moment où, de toute façon, on fabrique un récit, c'est-à-dire on met en fiction une vie, même en s'attachant aux détails les plus réels et concrets possibles, on fabrique toujours un agencement qui est une interprétation du réel. Le film, contrairement au livre, a été essentiellement nourri, dans mon souvenir, par une biographie de Frances Farmer qui était sortie dans les années 70, peut-être fin des années 70, qui était l'œuvre d'un journaliste hollywoodien. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que dans le film, on voit, c'est même des séquences assez importantes de ce film, comment la presse s'empare de la vie des acteurs et des actrices pour en faire matière à des déballages médiatiques. Il y a d'ailleurs des scènes assez féroces sur ce côté-là, où on voit le personnage de Louella Parsons intervenir. Donc toute cette espèce de mythologie accompagnant le cinéma qui est celle des gens qui sont censés en rendre compte et qui fabriquent du scandale autour de la vie des acteurs. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, le type qui avait écrit cette biographie, c'était précisément l'un de ces journalistes qui suivaient en gros le destin, la carrière des stars, et qui évidemment était tombé sur la vie de Frances Farmer de façon assez providentielle pour lui, parce que il y avait quand même beaucoup de zones d'ombre et un destin tumultueux à débusquer. Donc le film s'est surtout appuyé sur l'œuvre de cet homme, de ce journaliste, que personnellement moi je n'ai pas lu. Je l'ai quand même un peu consulté, pour être tout à fait honnête, mais ça me semblait pas, je parle du livre, pas du film, ça me semble pas forcément
à mes yeux, en tout cas pour fabriquer le roman, la ressource la plus intéressante. En revanche, bien sûr, j'ai vu le film quand j'étais en train d'écrire mon roman. Pour être tout à fait honnête, je l'ai pas vu tout de suite parce que je voulais pas avoir, moi, des images trop prégnantes, trop présentes, a priori, dans la tête. Je l'ai vu dans un second temps. Je pense que j'étais à peu près peut-être pas en train de finir l'écriture du livre, mais mettons, disons, aux 2/3, quelque chose comme ça. Donc quand même, la chose était bien construite dans ma tête et puis les éléments visuels étaient déjà posés. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu voir aussi comment Graeme Clifford avait représenté la vie de Frances Farmer et aussi comment, parce que ça m'intéressait beaucoup et je crois que c'est un des choses très importantes du film, comment Jessica Lange incarnait le personnage de Frances Farmer. Donc moi, si vous voulez, il y a des choses que j'ai relevées dans le film dont je sais qu'elles ne sont pas conformes à la réalité de la vie de Frances Farmer, mais par contre qu'elles sont conformes à cette fameuse biographie. Et il y a notamment, alors je ne veux pas déflorer pour les gens qui vont découvrir le film à travers cette édition en DVD, toutes les séquences, mais il y a une séquence quand même majeure, très importante et très marquante du film qui se passe en hôpital psychiatrique où Frances Farmer a été internée dans les années 40, alors on y reviendra, parce que ça c'est un moment quand même très très important à la fois de sa vie et du film. On voit dans le film qu'elle subit une lobotomie frontale. Alors une lobotomie frontale, je ne sais pas si vous voyez, c'est un truc tout à fait ragoûtant, c'est on vous met un pic à glace dans l'orbite, on tape un coup, et alors c'est censé après apaiser très très largement les créatures qui sont soumises et qui sont généralement taxées d'hystérie, bien entendu. Dans toute la logique psychiatrique de ce qu'on appelle la psychiatrie expérimentale des années 40 américaines, qui était un truc particulièrement féroce. Alors, je suis désolé d'avoir à le dire, mais ce n'est pas vrai. Elle n'a pas subi cette lobotomie. Ce n'est pas vrai, elle ne l'a pas subi, mais ceci dit, on pourrait presque dire que ça révèle quand même une réalité très intéressante et très terrifiante aussi de la psychiatrie de son époque, et j'allais dire telle qu'elle l'a subie, parce qu'elle a subi d'autres sévices qui sont tout aussi effrayants, et cela, elle les a vraiment subis pour de vrai, pas seulement dans la biographie ni dans le film. Quand je dis que ça se rattache à quelque chose, c'est qu'il se trouve que dans ces années-là, il y avait réellement une espèce de pape de la lobotomie frontale, un certain Freeman. Alors son prénom, c'était pas Morgan, celui-là, je crois que c'était Walter Freeman, c'est son nom. Et ce Walter Freeman défendait la lobotomie comme une méthode de traitement très très efficace de ce type de patiente, et donc faisait le tour des institutions psychiatriques américaines où devant les médecins, devant un parterre de médecins réunis dans l'amphithéâtre de l'hôpital, il opérait. Et il se targuait d'opérer jusqu'à 10 patients par heure. Patientes, en l'occurrence, quasiment que des femmes, par heure. Donc, c'était quand même, ça défilait, quoi. Et il se trouve que ce type-là, donc, est effectivement passé au Western State Hospital, l'institution où était internée Frances Farmer sur la côte ouest, au nord de la côte ouest des États-Unis, près de Portland, par là. Il y est passé et il a opéré, lorsque elle y était, un certain nombre de patientes. Et donc, je pense que le journaliste s'est tout simplement basé sur ça qu'il avait dû reconstituer pour en conclure que Frances Farmer avait elle aussi défilé sous son pic à glace. Il se trouve qu'en consultant les registres des archives, on se rend compte que non, elle ne faisait pas partie des patientes qui ont été opérées ce jour-là par cet homme délicieux. Et donc voilà, bon, je pense qu'il y a aussi, de façon peut-être un peu opportuniste de la part du journaliste, l'utilisation de ce motif impressionnant, amplifier le côté à la fois terrifiant et exemplaire de la destinée de Frances Farmer, parce que c'est quand même une image qui me frappe, quoi, très très fort. Et de la même façon, je pense que Graeme Clifford reprend cette image parce que c'est
visuellement, elle est très puissante, qu'elle permet aussi de dire quelque chose des sévices concrets, là encore, que ce corps-là, le corps de Frances Farmer, a rencontré. Il y a quelque chose d'assez éprouvant et d'assez incroyable aussi lorsqu'on voit le film, lorsqu'on se renseigne aussi sur la vie de cette actrice, c'est que j'ai cette impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, que plus on avançait avec elle, j'avais cette impression que on ne lui pardonnait pas finalement d'exister, et pour ne pas lui pardonner, on essayait de la réduire au silence, quitte même à déconstruire le corps qu'elle a. Et j'ai cette sensation quand j'avais découvert le film, et beaucoup plus quand j'ai découvert le film qu'en lisant sur elle. Hein. Et j'ai cette sensation que c'était ça, c'est qu'on ne voulait pas la laisser exister, ne serait-ce que sa subjectivité de l'assumer, on ne la considérait pas, et puis qu'on voulait à un moment la briser, que ce corps n'existe plus. Et est-ce qu'il y a un rapport comme ça, cette déconstruction d'un corps qui veut tout simplement vivre, exister? Absolument, c'est très très vrai, et c'est une chose qui est, je pense, assez bien soulevée dans le film, et qui tient aussi tout simplement, j'allais presque dire par essence, à ce que c'est qu'un acteur ou une actrice, et peut-être même à ce que c'est que le cinéma hollywoodien dans ces années-là, qui tient beaucoup dans l'idée de faire apparaître un corps, de le mettre en lumière. C'est pour ça, pardon de faire un truc mal poli, je vais m'auto-citer. Je vous en prie, mais quand même, parce ce qui est mal poli, ce qui est mal poli, c'est le fait de vous avoir dit que je n'avais pas lu le livre. Ça, plutôt, c'est mal poli, et je m'en excuse. Non, n'hésitez absolument pas. Je dis ça parce que je dis ça parce que je commence le roman précisément sur cette question-là. La première phrase du livre, c'est « La lumière n'exauce pas les corps, elle les massacre ». Et donc, vous voyez, directement, on rentre dans l'idée que, au fond, et ça, Graham Clifford a eu la même intuition que moi, finalement, au fond, ce dont Frances Farmer est peut-être l'exemple, c'est la façon dont le cinéma, dont la lumière, donc, ne va pas permettre à un corps de s'exprimer de la plus belle des façons, mais va plutôt être brusqué, brutalisé, violenté, et comment il va être, au fur et à mesure du temps, déconstruit comme vous le dites, et ça, le film le met très bien en scène. Donc, à travers cette idée, au fond, je pense qu'il y a chez Graham Clifford une réflexion sur ce que c'est que le cinéma lui-même, à travers ce corps précis qui est celui de Frances Farmer et de Jessica Lange l'incarnant, puisqu'on voit aussi le corps même de Jessica Lange s'user, s'affaiblir, ses traits se creuser, ses cheveux s'ébouriffer, puis un peu tomber. Enfin voilà, il y a toute une progression sur l'image même de ce corps qui est très sensible au cours du film, et qui nous dit ça, en fait, qui nous dit, voilà, on a ces corps mis en majesté par la lumière cinématographique. On pourrait presque dire d'ailleurs que la lumière hollywoodienne de ces années-là, elle est la plus belle de tous les temps, quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est celle du cinéma classique dans toute sa beauté la plus pure. Mais pour les corps qui y sont rétifs ou qui essayent d'y échapper, alors là, cette même lumière, elle devient un instrument de torture. Et on voit donc au cours du film, comme vous l'avez très bien noté, le corps, en essayant de se soustraire à la lumière, ce qui est parfois d'ailleurs très littéral dans l'utilisation que le film fait de la lumière, la façon dont le corps est mis en lumière. Le passage sur l'hôpital psychiatrique, par exemple, est très révélateur, parce qu'on est dans des lumières très grises, un peu passées, sous-exposées, des teintes un peu crasseuses, un peu poussiéreuses, comme ça, qui affectent aussi le visage et le corps de Jessica Lange. Donc, on voit comment il y a une espèce de transmutation de la lumière et du corps qu'elle irradie. Alors, j'aurais dû commencer par le début, à savoir de présenter ce personnage, cette actrice. C'est une actrice américaine qui a d'abord... alors,
Le film commence sur quelque chose d'extrêmement, me concernant, fondamental et qui va, je pense, donner un aperçu de ce qu'a été cette actrice. C'est le film commence où elle est adolescente, je crois, et elle a écrit un texte extraordinaire dans lequel, je résume grossièrement la chose, Dieu n'existe pas. C'est pas qu'il est mort. Dieu est mort, pardon. Dieu est mort. Voilà, Dieu est mort. Et on l'entend, on la voit écrire ce texte, on l'entend aussi, il y a quelques images comme ça ici et là, et puis ça se termine sur elle lisant le texte dans son école, devant donc ses camarades, mais aussi les profs, et ça prend une allure comme ça, pratiquement nationale, où des gens s'opposent à elle en disant ça n'est pas possible. Donc déjà là, ça donne un aperçu. Est-ce que selon vous, le fait que Graham Clifford commence par cela, c'est une très bonne idée pour introduire le personnage qui elle était réellement? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée parce que bon, ça place d'emblée quand même un peu le caractère aussi de cette jeune fille qui, telle qu'il la représente en tout cas à ce moment-là, est peut-être pas encore rebelle. Je pense pas. En tout cas, la façon dont elle écrit ce texte, puis le lit face à ce parterre académique à l'intérieur de l'école où les parents d'élèves sont réunis, etc., que vous venez de décrire, on n'a pas l'impression qu'elle le fait avec une intention de provocation énorme. Elle le fait plus parce qu'écrire lui donne la liberté de dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve. Et pour une jeune fille américaine de ces années-là, il va de soi que élevée dans un contexte où la religion, l'image de Dieu, la vertu et l'élite et la garantie sont importants, eh bien, ça pose une vraie question. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est cette adolescente de 16 ans qui se dit, bon, bah, moi, Dieu, on m'a dit qu'il était là, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé, et, en gros, il est peut-être mort, quoi. Et donc, on voit d'abord, chose importante, je crois, on voit que l'écriture lui donne la liberté de dire quelque chose de cet ordre, et qu'ensuite, elle va lire, tout simplement, la trace de cette liberté, à savoir le texte qui en a résulté. Et bien sûr, ça fait espèce de tollé à l'échelle d'une lecture comme ça, d'une élève, quoi, d'une élève d'une école. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle apparaît dans la presse. Moi, c'est ça qui m'avait intéressé aussi en écrivant le livre, c'est que les premières photos qu'on a connues d'elle, enfin les premières photos publiques, ce sont c'est celles d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y en a qu'une, où elle est de profil d'ailleurs, déjà très belle, avec une petite coupe au carré, tout à fait sage par ailleurs. Et donc c'est la première fois qu'un public connaît Frances Farmer, c'est par le compte rendu de ce forfait, enfin, parce que il est vraiment présenté comme ça dans la presse, quoi. Et puis évidemment, les gens s'en emparent, on dit mais regardez ce que c'est que la jeunesse américaine aujourd'hui, où vont nos enfants, il n'y a plus rien, enfin bon, on imagine bien tous les discours un peu réac qui ont pu être entonnés à cette occasion et qui s'en sont emparés. Et donc je pense que ça c'est une bonne idée parce que au fond on voit chez le personnage, là je parle vraiment du film, ouais. On voit une espèce de liberté un peu candide, au fond, pas candide au sens naïf pour une gamine de son âge, parce qu'au contraire elle est plutôt en avance, elle réfléchit, elle lit, elle écrit, mais n'ayant pas forcément conscience de la part de scandale et de provocation que cette liberté peut provoquer. Et évidemment c'est un peu matriciel pour l'ensemble du film. Parce qu'après, on va un peu déplier cette espèce de chose, cette espèce de moment où finalement toutes les expériences qu'elle va avoir, les plus enthousiastes, les plus exaltées, les plus... comment dire, les moments aussi où elle va essayer tout simplement de travailler, quoi. J'allais dire où elle va essayer de bien faire les choses, bah, à chaque fois elle va se heurter à une espèce de sanction comme ça, que la bonne société américaine dans un premier temps, puis les studios hollywoodiens dans un deuxième vont lui imposer.
C'est ça. Et puis ensuite, elle a fait du théâtre avant, et en faisant du théâtre, c'est pour elle. Je pense que je crois que c'est la scène vraiment là c'est l'endroit où elle a su être. Je pense, en tout cas, le film le dit plus ou moins, où elle a su être extrêmement libre et ne pas s'obliger à comment dire à poursuivre le côté fiction dans sa vie. Donc il y a le théâtre et puis il y a ce voyage en URSS. Et elle y va parce qu'on l'y invite et puis elle a envie de. On sent déjà que c'est un personnage qui est assez particulier. Puis ensuite, elle a cette possibilité d'aller faire du cinéma. Et en fait, très vite, on comprend une chose, c'est que il y a un studio de cinéma. Dans le studio de cinéma, il y a un film qui se fait. Donc c'est une fiction. Mais les producteurs de cette époque-là souhaitent que cette fiction ne s'arrête pas au niveau du studio, mais que cette fiction se poursuive même dans la réalité. Et c'est ce que va refuser cette actrice. Donc là, on est réellement dans ce qu'on appelle le pouvoir. Et le pouvoir, là, pour le coup, je crois que là, le film emprunte cette thématique et questionne cette thématique jusqu'à la fin. C'est ce pouvoir incroyable, et pas forcément un pouvoir politique, mais c'est vraiment un pouvoir dans les studios qui fait que c'était une période extrêmement compliquée. Faire un film et naviguer entre fiction et réalité. Et j'ai l'impression que c'est l'une des rares actrices à avoir dit non, laissez-moi tranquille finalement. Laissez-moi tranquille finalement. Oui. Alors là, vous venez de soulever plusieurs moments importants de sa vie et du film. Et vous avez raison de noter qu'à chaque fois, elle est aux prises à travers ces différentes expériences avec ce qu'on pourrait appeler ce qu'on pourrait appeler le pouvoir, peut-être même avec un P majuscule, quoi, quelque chose qui est comme ça un peu de surplombant. Mais en fait, ça me satisfait pas de voir ça comme ça, parce que je pense que justement, ce qui est assez fin dans le film, c'est de montrer que ce pouvoir, il n'est pas seulement surplombant et hiérarchique. Il n'a pas seulement un P majuscule, c'est aussi quelque chose qui circule entre les corps, entre les gens, c'est quelque chose qui va résonner telle ou telle personne par le biais de tel autre personnage, par le biais de sa mère, par le biais des médecins, par le biais des directeurs des studios, enfin, et ce qui fait que ce pouvoir, il est à la fois omniprésent et évanescent, et donc ça rend d'autant plus difficile cette espèce de révolte qui est en elle, parce que quand encore on a vraiment une figure qui incarne le pouvoir, bon, on peut essayer de la dégommer, de la destituer, en tout cas on peut se battre contre elle. Quand on a l'impression d'être enserré par des effets de pouvoir qui surgissent de partout, on se débat sans ennemi, et c'est beaucoup plus difficile. Et ça, Frances Farmer fait l'expérience de cette chose-là, et le film en rend très bien compte. Alors, vous parliez du séjour en URSS. Son voyage en URSS est très intéressant parce que moi, j'y consacre d'ailleurs pas mal de pages dans le livre, alors qu'il reste en ellipse dans le film. Elle part en URSS donc dans les années 30. Ce qui est intéressant littérairement, c'est que ça se connecte tout à fait au moment où André Gide fait son fameux voyage en URSS, et il décrit une fois de retour ce qu'il y a vu, et qui évidemment va un peu contre la version officielle qu'aurait aimé en donner le pouvoir soviétique lui-même, et puis aussi le Parti communiste français. Elle y part pour le théâtre, et par le théâtre, parce qu'on sait que l'école russe, soviétique, est très 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 importante à ce moment-là pour le théâtre vivant et pour la formation de l'acteur, et que donc elle y va essentiellement pour apprendre. Et les sympathies communiste ou anarchiste, c'est pas très clair ce qu'elle était en fait, lui viennent par le biais d'un engagement artistique. Et ça, c'est assez important parce que il y a ce moment du film auquel vous faites référence qui se passe à New York, où elle est à ce grand dramaturge de l'avant-garde new-yorkaise de ces années-là. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y a un truc qui m'a toujours étonné, que donc cet auteur s'appelait Clifford Odets, vraiment
figure très importante du théâtre de ces années. Et puis le réalisateur s'appelle Graham Clifford. Alors bon, c'est assez marrant quand même de retrouver ce nom de Clifford dans les deux cas. Je me demande s'il n'y a pas eu une espèce d'effet de projection aussi de la part du metteur en scène, enfin du réalisateur, en connaissant le nom de ce dramaturge. Bref, je referme la petite parenthèse. C'est un moment probablement très heureux pour elle d'expérimenter comme ça le théâtre d'avant-garde à New York, théâtre éminemment politique. Il faut voir ce que c'était, le théâtre d'avant-garde dans ces années-là. À Broadway, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, Broadway faisant maintenant office de Disneyland du théâtre, où n'existe que des grandes superproductions, des musicals, enfin toutes ces choses-là. À ce moment-là, il y a un vrai théâtre d'avant-garde, de gauche, voire d'extrême gauche, voire révolutionnaire, à Broadway, sur Broadway, des gens qui pensent que leur tâche théâtrale est de mener la population, le peuple new-yorkais et américain à faire la révolution, voire à importer la révolution soviétique sur le terrain américain, sur le territoire des États-Unis. Bon, comme on sait, ils ont relativement raté, mais il faut voir que c'était quand même quelque chose d'assez important dans ces années-là, et que Frances y participe. Elle se retrouve engagée dans ces formes d'expression, de création-là. Et c'est un moment d'exaltation indéniable pour elle. Elle est amoureuse de ce dramaturge, comme on le voit dans le film, qui lui ouvre à la fois des perspectives intellectuelles et aussi concrètement la voie des planches, puisque il la met en scène dans des pièces qu'il a écrites ou montées, voire les deux, et que ce sont des rôles très importants pour elle, où elle prend son pied. Et puis arrive un moment où il doit faire une tournée en Europe, en l'occurrence essentiellement à Londres, et Frances n'est pas de la tournée. Et elle le vit évidemment comme d'abord une déception amoureuse terrible, puisque elle ne peut pas accompagner l'homme à qui elle tenait, et aussi, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure et ce dont on parlait, aussi comme étant de nouveau une forme de pouvoir qui s'abat sur elle, puisque c'est pour des raisons essentiellement économiques, d'argent, concrètement, qu'elle ne part pas avec cette troupe et qu'elle est priée, après ça, de rentrer, de revenir à Hollywood. C'est un moment absolument déterminant, parce que c'est un moment où sa vocation artistique, d'actrice, de comédienne réelle apparaît, plutôt elle l'effleure, et puis ça lui échappe. Elle n'y a pas droit. Et donc elle retourne à Hollywood, la mort dans l'âme, blessée, et on peut vraiment dire que cette expérience-là, c'est la bascule. C'est le moment où elle va se retrouver après affaiblie, comme on le voit un peu dans le film, et comme je le sais par ailleurs, et comme je l'ai mis en scène moi dans mon livre. C'est un moment où elle commence à boire beaucoup, à prendre de la benzédrine, voilà, donc elle perd un peu pied aussi, et comme on le disait tout à l'heure, les premiers rapports très conflictuels avec son propre corps apparaissent à ce moment-là. Et donc, quand elle rentre à Hollywood, où avant son départ, pour qu'elle aille faire du théâtre avec les communistes, on lui avait fait signer un contrat de 7 ans avec la Paramount qu'elle n'avait du coup pas honoré, ou qu'elle avait mis entre parenthèses plus exactement. Et bien pour se venger, les studios et les personnes qui les dirigent vont la signer à des productions de série B très mineures. Alors peut-être, si vous voulez, on pourra aussi parler des films dans lesquels elle a joué quand même. J'allais vous poser la question après. J'allais vous poser la question. Mis juste là-dessus peut-être. Mais donc quand elle revient au studio, très clairement, on la met de côté, mais pour la punir, quoi. Genre, t'as pas été sage, t'as pas voulu devenir la bonne petite star qu'on voulait que tu deviennes. Et ben, on va te le faire payer. Et au fond, ce moment-là, c'est le moment de bascule. Et c'est là que ensuite, elle sera
parce qu'elle a commis plusieurs violences, hein, il faut dire la vérité, qu'on voit très bien dans le film d'ailleurs. Après, elle sera internée, enfin incarcérée puis internée. Enfin voilà, c'est vraiment le début de la deuxième partie de sa vie, qui est aussi la deuxième partie du film, hein, qui est construit dans une logique scénaristique assez lisible, hein. Là-dessus, il y a vraiment un point de bascule, ce point de bascule-là au milieu du film, et après, c'est toute la descente aux enfers qui arrive. Alors, ouais, peut-être on peut parler un peu de sa carrière, puisque d'ailleurs, sa carrière s'arrête grosso modo à ce moment-là. C'est ça. En fait, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ce qui est assez surprenant, j'ai vu quelques films de cette actrice, et c'est que quand on la voit jouer, bon, j'ai jamais eu la chance de la voir jouer sur scène, donc je ne sais pas ce qu'elle est, mais en tout cas, on sait que c'était une grande actrice de théâtre. Mais quand on la voit dans ses films, à part peut-être le film de Hawks, Le Vandale en français, Come on Get Out, je crois, comment c'est ça Come and Get It, ouais. Come on Get It. Est-ce que selon vous, le cinéma, elle était faite pour le cinéma? J'ai l'impression que c'était vraiment quelque chose de différent et dans lequel elle s'épanouissait pas forcément. Quand on la voit dans les films, est-ce que réellement c'était quelque chose qui pouvait peut-être lui redonner un sens à son rapport avec le jeu? C'est difficile de le savoir parce que justement, à cause des éléments qu'on vient d'évoquer, elle n'a pas eu la carrière à laquelle elle aurait été promise ou à laquelle elle aurait pu prétendre. Moi, je trouve que dans Come and Get It, elle est quand même très bonne parce que elle joue donc, alors en plus le film il est quand même mis en scène par Howard Hawks, donc quand même un des monstres sacrés du cinéma américain, donc c'est pas non plus, elle joue pas avec n'importe qui. Et elle joue deux rôles différents, d'une mère et sa fille, à 25 ans de distance. Et les deux devenant l'objet de l'amour du même homme qui en gros, à travers la fille, retrouve l'amour perdu de sa mère. Enfin bon, bref, je passe. C'est un beau film, hein, Come and Get It. C'est de loin le meilleur film dans lequel elle est tournée, hein, par ailleurs. Moi, je trouve qu'elle est quand même très forte dans ce film-là parce que elle introduit des nuances de caractère entre les deux personnages, la mère et la fille, qui à la fois se ressemblent et se dissemblent. Enfin, il y a quand même un jeu assez subtil qu'elle rend très très bien. Et donc, je pense que ça laisse quand même augurer des vraies qualités d'actrice de cinéma. Outre quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est cette plastique blonde très impressionnante, hautaine. Enfin, voilà, c'est quand même une sacrée nana, Frances Farmerin, quand on regarde les belles photos d'elle justement de la fin des années 30, prises en studio, elle a la classe, quoi. Donc, je pense qu'elle avait quand même beaucoup de choses pour réussir au cinéma. Mais que au moment où sa carrière pouvait décoller, après le film de Hawks, eh bien, sont suivies toutes les mésaventures qu'on a déjà commencé à évoquer, à commencer par son départ à New York pour faire du théâtre, alors qu'elle vient de signer son fameux contrat de 7 ans à la Paramount. Après, c'est vrai que si on regarde l'ensemble de sa filmographie, vous avez d'ailleurs eu un peu de courage de regarder certains films parce que tout est loin d'être bon, hein. Il y a quand même beaucoup de trucs assez nuls. Elle joue dans ce film avec Cary Grant. Ah oui, voilà, je pourrais pas vous dire. Une grosse production de l'époque, super mauvais. Ouais. Truc qui se passe dans les milieux de la banque. En plus, il a tout pour être intéressant, le film, mais alors il est vraiment totalement raté. Elle avait des succès, pardonnez-moi de vous interrompre, elle avait quand même quelques succès, parfois avec le public, pas forcément avec la critique, mais il y avait quand même un succès. Oui. Non, mais d'ailleurs, ce film avec Cary Grant, bon, c'est quand même une grosse production d'époque, donc elle tient son rôle, elle fait son job, elle est très bien dedans. Il y a un autre film où elle est très bien, qui est un film que moi j'aime beaucoup, qui est un film totalement schizophrène, qui s'appelle, en français, je crois, Le Chevalier de la Vengeance. Qui raconte en fait l'histoire d'un rejeton de bonne famille dans un manoir britannique qui est l'héritier légitime du domaine et qui est en fait mis de côté par son oncle, joué par George Sanders, qui est
génial, enfin, qui est George Sanders, quoi. Et le gamin, c'est Tyrone Power. Et lui, il se retrouve donc plus ou moins banni de cet endroit, et il part en exil sur des bateaux. Et là, le film tourne complètement et devient une espèce de féerie un peu utopique. Lui arrive, descend sur une île du Pacifique, il tourne la tête et hop là, il y a Jim Tierney qui le jette dans le lagon et qui ressort avec une huître, elle est pêcheuse de perles. Évidemment, il la rencontre, il tombe amoureux, il lui apprend l'anglais en 5 minutes sur la plage. Enfin bon, il y a une espèce de truc totalement, une espèce de fantaisie, d'un monde sauvage idéalisé comme ça, avec cette espèce donc du coup de mise en contraste beaucoup trop radicale, beaucoup trop scindée entre le monde compassé et les intrigues du manoir britannique, et puis cette espèce de monde parfait de l'autre côté de l'océan. Et donc Frances Farmer dans ce film-là joue le rôle de la cousine de l'héritier, qui lui est plus ou moins, enfin, dont il est amoureux depuis l'enfance et qui lui est plus ou moins promise et qui le trahit. Et elle est, là aussi, elle est très bien dans ce rôle. Alors évidemment, Jim Tierney qui sort du lagon, ça éclipse un peu tout, mais elle est quand même, elle joue très très bien ce rôle. Donc tout ça pour dire qu'elle a une filmographie qui aurait pu être une filmographie correcte début de carrière, la destinant à, pourquoi pas, figurer dans des productions tout à fait respectables. Le problème, c'est qu'après, évidemment, son expérience à New York, quand elle quitte, contrainte et forcée, le monde du théâtre pour rentrer à Hollywood, là, on la met vraiment dans des films nuls, et elle-même s'en lasse, et si elle pète un câble, c'est aussi probablement parce qu'elle ne trouve pas son compte artistique. En fait, c'est une question très naïve que je vais vous poser. Si, par exemple, elle avait refusé de revenir à Hollywood, elle aurait pu avoir de très très gros problèmes de la part d'Hollywood d'un point de vue juridique? Ah, ça, j'en sais rien. Alors là, pour le coup, je parce que c'est pas assez, et le film ne poser la question à quelqu'un qui est un spécialiste justement de toutes de ces années-là, qui sont en plus quand même des années de reprise en main de Hollywood très très féroces. Hein. C'est des années post-code et tout ça, donc on est quand même. Donc il faudrait voir. Ce qui est certain, c'est que il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé et qui va, je pense, de pair avec Hollywood dans l'oppression qu'elle subit et dans l'injonction aussi qu'elle subit à y retourner. C'est le rôle de sa propre mère. Ah oui. Quelque chose qui est très présent dans le film, qui fait vraiment. Alors moi, j'avais pris un parti assez différent dans le roman, mais parce que je voulais pas ouvrir la porte à une lecture trop psychanalytique. Je voulais que la lecture politique de l'itinéraire de Frances Farmer soit prééminente par rapport à la figure psychanalytique. Le film ne prend pas tout à fait le même parti, donc il appuie beaucoup le rôle de sa mère, mais qui est réel. Sa mère, c'est quelqu'un qui a rêvé d'être une actrice hollywoodienne, qui effleure elle aussi ce destin par procuration à travers la carrière débutante de sa fille, et qui est absolument dévastée par le fait que Frances, elle, veuille y échapper. Et quand sa mère est même pas dévastée, c'est qu'elle ne comprend pas au sens cognitif, littéral du terme. Et ça va être une chose absolument essentielle, parce que dans les raisons de l'internement de Frances Farmer, il va quand même falloir évidemment quand même prouver qu'elle est folle, même si ça va être assez vite fait. Et l'un des arguments de sa mère, c'est, vous voyez, toutes les femmes du monde, toutes les filles américaines rêveraient d'être actrices à Hollywood, et ma fille, on lui offre une carrière, elle veut pas y aller. Vous voyez bien, elle est dérangée. Oui, donc, ça va être vraiment un élément très très important en fait. Et le film, d'ailleurs, le montre. C'est ça qui est assez troublant, c'est que le film le montre, mais dès le début, on pense que la mère est plus ou moins complice, pas complice, mais elle est beaucoup plus. On sent que la mère
soutient sa fille, mais progressivement, plus on avance dans le film, plus on s'aperçoit que c'est un leurre. Et d'ailleurs, ce qui fera qu'elle sera internée dans cette asile psychiatrique, c'est avec le concours de sa maman. Ça c'est. Et là, c'est comme vous l'avez judicieusement dit, c'est essentiel. Et là, sans peut-être être quand même sans être dans le descriptif, et on en a parlé au début, le moment où elle est dans cet asile, c'est un moment extrêmement crucial. Le film le montre, l'histoire aussi, et c'est assez glauque et assez dur à regarder. Ça, il faut. Le film vraiment part dans une situation qui est complètement tragique, et ne serait-ce que même le traitement de l'image, le traitement aussi de la mise en scène qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus radical. Et là, on a une actrice, Jessica Lange, on ne peut pas se dire. Là, on sent que autant Graham Clifford réalise, mais j'ai cette impression qu'à ce moment-là, c'est plutôt elle qui porte le film sur les épaules, et on sent que c'est quelque chose. Que c'est pas anodin qu'elle joue ce rôle, et c'est un moment vraiment fascinant et glauque. Je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est quand même un des plus grands rôles de la carrière de Jessica Lange. Hein. Il faut dire, les gens qui sont fans de Jessica Lange ne peuvent pas passer à côté de ce film-là. Je ne sais pas si c'est le meilleur film dans lequel elle est jouée, sans doute pas. C'est un film qui a d'énorme qualité, mais c'est probablement pas un chef-d'œuvre. En revanche, sa prestation est pas loin de l'ordre du chef-d'œuvre. Et on sent qu'elle habite d'abord ce personnage intimement, et qu'elle s'y identifie aussi très, très probablement. Enfin, il y a une espèce de rapport avec le personnage qui préexiste à l'évidence à la performance elle-même. Et bien sûr, le moment de l'internement, du séjour, enfin on devrait dire des séjours d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs en hôpital psychiatrique, c'est l'acmé du film, c'est vraiment le point de tension. C'est là, au fond, que veut nous amener le réalisateur. On sent que lui-même il tend vers ça, puisque c'est aussi le moment où l'expérience le moment où le corps s'échappe à lui-même, justement, c'est ça. La dépossession du corps est la plus flagrante et la plus violente, au sens littéral du terme, puisqu'elle subit donc, à défaut, comme je le disais au début de notre entretien, d'une lobotomie, elle subit quand même des formes de traitement ultra brutales, des électrochocs, de l'hydrothérapie. Alors l'hydrothérapie, c'est très agréable, hein, c'est on vous plonge pendant des heures dans une baignoire d'eau absolument glacée et bâchée, donc vous avez que la tête, comme si on vous l'avait coupée et qu'elle était posée sur un plateau qui sort. Évidemment, elle est droguée, elle est sous médicaments, elle est par ailleurs prostituée aux soldats de la base militaire d'à côté. Toutes ces choses qui sont vraies. Hein. Par ailleurs, moi, j'ai pu les vérifier dans toutes les lectures et les recherches que j'ai faites, et évidemment, j'en parle également dans mon roman. Tout ça, c'est vrai. Et je pense que c'était un des enjeux quand même aussi du film, que de montrer ce qu'étaient les traitements psychiatriques qu'on faisait subir aux femmes, au corps des femmes, à cette époque-là. J'insiste sur l'idée de corps, parce que vous comprendrez bien sûr qu'il était beaucoup plus question à ce moment-là de redresser les corps, voire de les châtier, que de soigner les âmes. Et alors là, il y a un truc qui est un petit peu laissé de côté, même si en fait, avec le personnage du directeur de l'institution psychiatrique en question, on l'effleure. En fait, j'allais dire, dans le film, c'est là, mais sans qu'il s'arrête vraiment dessus. C'est presque un peu dommage, parce que il aurait pu raconter quelque chose qui était assez important en réalité dans ces années-là. C'est pourquoi les institutions psychiatriques américaines de ce temps, on est dans les années 40, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui la suivent immédiatement. Pourquoi il y a une espèce de durcissement des traitements qui sont faits aux malades? C'est pour une raison de rivalité. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les émules et les élèves du fameux chaman viennois viennent des grands centres urbains européens
parce qu'ils sont chassés, tout simplement, parce qu'ils fuient la menace des listes de déportation, parce que, voilà, donc, en gros, on a un afflux de médecins psychanalystes, disciples de Freud, très, très forts à ce moment-là aux États-Unis. Et donc, qui amènent leur méthode, qui ouvrent des cliniques, qui ouvrent des cabinets, qui commencent à travailler dans les institutions. Et face à cet afflux et aux doctrines psychanalytiques que ces gens amènent, eh bien, il y a une espèce de raidissement des tenants de la psychiatrie plus traditionnelle à l'américaine, qui, eux, au contraire, ont vraiment en tête le mythe de l'individu américain, c'est-à-dire de l'individu pionnier, vigoureux. Donc, à travers cette espèce de rivalité-là, où chacune des deux doctrines doit faire ses preuves, s'ouvrent des manières de traiter les corps beaucoup plus féroces. Voilà. C'est comme toujours, hein, quand il y a un conflit doctrinaire, chaque camp se radicalise. Bon, là, c'est exactement ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'évidemment, les malades en pâtissent. Mais en fait, à partir du moment où le malade, si tant est il est réellement malade, qui présente quelques dysfonctionnements avec ce que il est pas conforme, on va dire, à la réalité des gens, à partir du moment où il rentre dans ce genre d'endroit, c'est fini. C'est fini. Terminé. Et de toute façon, là aussi, je parlais de la façon dont circule le pouvoir tout à l'heure, c'est une idée très foucaldienne, mais là, il y a une autre. De toute façon, il y a un côté assez foucaldien, à la fois dans la trajectoire de Frances Farmer, qui illustre pas mal de choses que Foucault dit, mais aussi un peu dans le film. Je ne serais pas du tout surpris de savoir que Graham Clifford a lu Foucault ou a eu recours à des ouvrages comme Histoire de la folie avant d'écrire le film. Il y a quelque chose d'assez foucalien dans l'idée qu'on rend fou les fous. Si vous les mettez de toute façon dans des conditions de traitement telles que la folie ne peuvent plus y échapper. De toute façon, voilà, vous mettez n'importe qui dans les conditions d'internement, on devrait presque dire de détention qu'a subi Frances Farmer et que subissent avec elle les femmes qui l'accompagnent, tout le monde devient taré. Enfin, même l'individu plus sain d'esprit est forcément... Et en plus, il y a le côté, évidemment, injustice qui lui est faite. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un, effectivement, qui a été perturbé psychologiquement. C'est pas là-dessus que la question se pose. La question, c'est, en gros, de quoi elle a été punie avant d'être perturbée. Elle a été punie parce que, effectivement, elle ne correspondait pas à la bonne petite vedette américaine qu'on voulait qu'elle soit. Et à partir du moment où elle est à l'hôpital psychiatrique, son destin est joué. Quand Graham Clifford fait ce film en 82, que Jessica Lange porte le film sur ses épaules, nous sommes en 82. Quelle est selon vous, ça va être, si on contextualise, hein, quelle est selon vous la résonance avec la société américaine du début des années 80 en faisant ce film? Parce que j'imagine que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué, ne serait-ce que la place de la femme au sein de la société américaine, donc dans la société cinématographique aussi, que les productions hollywoodiennes, ça n'existe plus comme... Enfin, la manière de régir un studio, ça n'est plus la même. D'ailleurs, Hollywood n'existe plus, c'est autre chose. Selon vous, ce serait quoi cette résonance à ce moment-là avec la société en faisant un tel film? Au-delà de l'hommage auprès de l'actrice, bien évidemment. C'est une question intéressante là que vous soulevez. Il faudrait presque plutôt la poser à un spécialiste du cinéma américain de ces années-là et de la société américaine, comme notre ami Jean-Baptiste Toré dont on parlait tout à l'heure, qui répondrait, je pense, bien mieux que moi à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le film donc sort en 82. D'un point de vue cinématographique, c'est intéressant parce qu'on est immédiatement après ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood. C'est le moment un peu où cette espèce de grande décennie, pour le dire vite, de liberté, d'inventivité,
qu'on a appelé Nouvelle Hollywood prend fin, avec quelques échecs commerciaux qui en signent un peu l'arrêt de mort, et que les studios se transforment, se reconfigurent pour redevenir des grosses machines, comme ils l'avaient été auparavant, mais des grosses machines là qui vont se mettre à produire autre chose. Et évidemment, tout ça va de pair avec dans les esprits, dans l'idéologie et dans la société, une imprégnation libérale et réactionnaire, dont Reagan a été le nom aux États-Unis, qui prend jour et qui, elle aussi, est évidemment en rupture avec ce qu'on a connu dans les années 70. Donc c'est vrai que mettre en scène à cette époque-là une femme qui a pâti du pouvoir des studios, qui a été brisée par cette idée-là, par ces pratiques qu'on imposait aux acteurs, aux actrices, et par la mythologie aussi auxquelles on voulait qu'ils correspondent, et s'ils ne correspondaient pas, eh bien on les évacuait, et puis s'ils pouvaient aller se faire torturer hors champ dans des institutions psychiatriques, ça allait très bien à tout le monde parce que c'était tout ce qu'ils avaient mérité. Bien sûr qu'il y a probablement de la part de Graeme Clifford un peu aussi une réflexion sur ce qui est en train de se mettre en place dans le cinéma américain, et puis dans la société. C'est peut-être un film qui dit aussi attention, regardez ce qui fait retour. Regardez ce qui est en train de faire retour dans la société américaine. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qu'on critiquait dans la société américaine, et qu'on voit très bien d'ailleurs dans tous les films des années 70 auparavant, c'était la guerre du Vietnam, c'était les logiques consuméristes un peu qu'on passait, c'était le racisme, c'était autant de choses qui continuent d'avoir une actualité et être très présentes évidemment dans les esprits au moment où sort le film. Mais lui pointe autre chose. Il pointe un autre état de la société, quelque chose qui préexistait, qui était là avant ça, mais dont effectivement le film est contemporain du retour. Donc c'est un film probablement qui place le curseur de la critique de la société américaine à un autre endroit que ce qu'ont pu faire au cours de la décennie précédente les films du Nouvel Hollywood, par exemple. Dernière question, on revient sur le film, on revient sur elle aussi, sur l'actrice. Le film devient, après avoir, comme vous avez dit, atteint un point de non-retour avec ces séquences concernant l'expérience qu'elle a vécue dans l'asile psychiatrique. Il y a l'après, et là le film redescend comme une espèce de, comme si le ballon avait complètement crevé. Et là le film redescend, mais de manière un peu fantomatique. Et là, on n'est plus devant un corps, mais devant un fantôme. C'est extrêmement triste même. C'est très déprimant. C'est un film comme ça qui épouse plusieurs formes de rythme. Alors, est-ce que, là, j'ouvre une petite parenthèse un peu subjective. Je pense que c'est un peu ça qui fait que le film, peut-être, selon moi, n'est pas si extraordinaire. C'est différentes formes de rythme qui font que parfois, c'est un peu sa décontenance. Mais pour revenir à la fin, et pour parler de la fin de ce personnage, de cette actrice, comment je sais même pas comment vous poser la question, tellement que c'est triste en fait, oui, elle finit par devenir un fantôme. Mais je ne pense pas qu'elle finit par devenir ce que les autres ont voulu d'elle. C'est ça qui est assez... parce qu'il y a des moments comme ça où on l'a... Enfin, comment me l'expliquer, elle n'est pas devenue réellement ce que la société a voulu d'elle, mais elle est devenue pire que ça, elle est devenue un fantôme. Alors, ça m'intéresse à double titre ce que vous soulevez là, parce que c'est aussi comme ça que moi j'ai choisi de clore mon roman, qui se finit quasiment de la même façon, pas tout à fait, mais enfin, disons sur la même scène, la même grande scène, qui est ce passage que fait Frances Farmer à la télévision. Elle passe à la télévision dans une espèce de show animé par, ça y est, son nom m'échappe, mais bon, un des grands animateurs télé de l'époque, une espèce d'avis de recherche, vous voyez, comme ça, où il fait venir en fait des stars, il leur fait parler de leur vie, et puis il invite des invités comme ça successifs qui viennent sur le plateau témoigner de leurs propres relations, rapports, apporter tous leurs petites anecdotes, etc. Sur la star en question. Et donc elle participe à l'une de ces émissions, et c'est ce que met en scène Graeme Clifford en suivant d'assez près le déroulement
de la vraie émission qui a eu lieu et dont on trouve tout à fait les traces. On les visionne même très facilement sur Internet, hein, puisque c'était une émission très populaire dont beaucoup de numéros sont en ligne. Donc, si vous voulez voir le jour où Francis Farmer a participé à cette émission, c'est très facile. Et il y a quelque chose qu'on voit dans l'émission, c'est-à-dire qu'on voit dans le document original, dans l'archive, et qu'on voit très bien aussi dans le film, et que moi je trouve hyper poignant et très beau, c'est que oui, c'est une femme perdue, c'est une femme garée, c'est une femme dont la vie de toute façon est d'ores et déjà foutue. Elle n'est pas vieille, hein, je ne sais plus quel âge elle a à ce moment-là, mais peut-être un peu plus de 40 ans, quoi, un truc comme ça. Donc. Mais bon, voilà. Elle tente un vague retour sous l'impulsion de son mari, assez peu convaincant, vers le cinéma. Elle participera à quelques shows télé. Enfin bon, en gros, elle essaye de reprendre une carrière qui ne reprendra jamais vraiment consistance. Et donc, dans cette émission, on lui pose des questions sur sa vie. Et assez vite, là encore, le sensationnalisme journalistique fait retour. On lui dit oui, mais alors, on dit que vous aviez été alcoolique, c'est vrai. Et on voit qu'elle est venue pour entonner ce discours très américain aussi, de repentance et de rédemption. Donc elle commence d'ailleurs comme ça, en disant oui, j'ai fait des erreurs, mais maintenant ça va mieux, etc. Et puis, cette question la crispe. On voit que donc elle fait non, j'ai pas été alcoolique, ce qu'il faut, hein, en demeurant, elle l'a été. Mais voilà, on voit que la question ne correspond pas avec l'image d'elle qu'elle veut reconstruire. Et puis on lui pose une deuxième question, on a dit que vous aviez été drogué, et là on voit son visage se crisper encore plus. Et à certains moments de l'émission, on voit qu'elle a une espèce de fureur dans le regard. Elle est furieuse. Elle est en colère, quoi. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est que cette femme brisée, dont la vie est d'ores et déjà gâchée, dont le corps est abîmé, à qui son propre destin a plus ou moins d'ores et déjà échappé, eh bien, il y a encore une flamme comme ça en elle, une espèce de colère. Et c'est une colère hagarde, à peine consciente d'elle-même, mais je trouve ça très très beau. Alors c'est vrai que c'est un peu erratique, la fin du film, mais avoir voulu faire encore émerger jusqu'au bout cette lueur de colère, je trouve que c'était une belle idée et que quand même ça rend honneur et grâce au personnage. Je suis d'accord avec vous. On devait se parler 30 minutes. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Mais c'est génial, c'est passionnant et je reverrai le film autrement aussi. Alors pourquoi on était là? Parce que ce film, donc Frances, ça se prononce comment? Parce que j'ai l'impression de mal le prononcer, ce prénom, et ça m'énerve. On dit comment exactement le prénom de cette actrice? Si vous voulez que je fasse l'expert en prononciation anglaise, vous allez bien rigoler. Hein. Mais, pareil. Non, je crois que ça se prononce Francis plutôt, avec une espèce de qui est entre le I et le E français, un truc un peu. Ouais, je préfère. Alors donc Francis, c'est un film qui date de 82, qui avait été réalisé par Graham Clifford. Et ben ce film est édité le 28 avril prochain, donc dans quelques jours, chez Studio Canal. C'est un combo Blu-ray DVD. C'est dans la série initiée par Jean-Baptiste Toré, que nous saluons, qui s'appelle Make My Day. Donc le film avec Jessica Lange revient sur le parcours d'une actrice, d'un personnage hors pair et qui était peut-être en avance sur son temps. Et c'est pour cela que nous étions là avec Mathieu Larnaudy, qui a écrit aussi en 2015 un roman autour de ce personnage qui est édité chez Actes Sud. Absolument, ouais. Actes Sud, et le titre c'est Notre désir est sans remède. Voilà. Il y aura tous ces renseignements ainsi pour vous procurer le livre et le DVD, Blu-ray, pardon, le combo, se trouveront toutes ces informations dans le descriptif de cette vidéo. Comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mathieu Larnaudy, merci beaucoup pour c'était passionnant et assez intéressant de discuter de ce personnage et qui est aussi des résonances avec l'actualité, enfin avec le monde dans lequel on vit. Je vous remercie énormément et j'espère à très vite. À très vite, merci beaucoup. C'est parti, générique. Bonne journée à vous. Bonne journée. In the canyon, that's where I long to be,
with my three good companions, just my rifle,